Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. On trouvait qu'il n'y avait rien de mieux en cette journée d'Halloween que de recevoir Patrick Sénécal, reconnu comme le maître de l'horreur et du suspense. Rien de mieux que ça, Isabelle. Écoute, à vous, on s'est dit, ça nous prend un invité qui résume ce qu'on a envie. Ben, puis, on est tous là avec les jeux. Il n'y a pas de bonbons. Là, non, mais je peux dire bonbons. on est tellement content de recevoir cette icône auteur du Québec. Puis même nos collègues aussi là, sont revenus au bureau parce qu'il y a des fans d'horreur ici. Là, quand même. Ils sont allés chercher des livres à la maison. Sont revenus. Ben oui, j'en ai signé tantôt. Oui, exactement. Merci d'être là, Patrick. Ben, merci beaucoup. On sait, écoute, ça fait plus de 30 ans que tu transformes nos angoisses en récits troublants et en best-seller. D'où vient ta fascination pour l'horreur et tout ce qui est épouvante? Étais-tu un petit garçon comme ça? Non. Ténébreux? Non, j'ai toujours été un gars très social qui aime... En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, qui aime beaucoup faire rire au départ. C'est pour ça que au début, quand j'ai commencé à écrire des histoires d'horreur, les gens étaient surpris. Ils ont dit, voyons, t'es un gars qui aime tellement faire rire le monde. Mais oui, j'avais cette fascination-là pour l'horreur depuis que j'étais petit aussi. Mais la théorie de ma blonde, c'est qui est psychologue, hein? Quand même. Il peut y avoir un lien là. Oui. Elle a dit que je parle de mes peurs dans mes romans. C'est une façon d'avoir l'impression d'avoir le contrôle de mes peurs. Dans certains romans, c'est conscient que je parle de mes peurs, c'est vrai, puis il y en a non. Il y en a que je le découvre des années plus tard. Je fais « Ah oui, ce roman-là, ça parlait, oui, j'avais peur d'être un mauvais père, c'est vrai, quelque part, il y a ça, il y a ça. » Fait que je pense que ça a de l'allure, sa théorie, de avoir le contrôle de nos peurs en écrivant dessus. En devenant le démiurge d'une histoire que je contrôle. Et est-ce que tu penses que c'est pour ces raisons-là, cette raison-là, de transcender nos peurs, je pense qu'on lit aussi, qu'on est attiré, nous, comme lecteurs? Oui, je pense que ça a le même effet, l'effet de catharsis, l'effet de je pense que les gens qui aiment ces histoires-là, c'est qu'ils évacuent des peurs eux-mêmes. Tout à fait. Il y a quelque chose qui peut être thérapeutique là-dedans. Moi, il y a de moins en moins de psychologues ou de psychiatres qui vont affirmer que lire de l'horreur ou écouter des films d'horreur, ça peut être néfaste. C'est pas une théorie qui tient la route là, à moins d'écouter vraiment des films pro-violence ou qui font l'apologie de la haine, on s'entend là. Mais moi, c'est pas ça que je fais. Moi, dans tous mes romans, la violence, c'est toujours un échec de l'humanité. C'est toujours une démonstration d'échec. Souvent, c'est la vengeance. La violence revient aussi sous forme de vengeance. La vengeance, pour moi, c'est pas une solution. Puis à chaque fois que j'ai des personnages qui se vengent, je montre que c'est humain de vouloir se venger. Mais que ça donne rien. Non seulement ça donne rien, mais ça a même des effets, je pense, des très mauvais effets à long terme sur la personne qui se venge. Je pense que oui. Écoute, les 7 jours du talion, moi, ça m'a marqué. Oui, c'est exactement ça. Puis à la fin, sans vouloir gâcher, ça fait quand même depuis 2002. Ça fait un petit les gens ont eu le temps de le lire et de le voir, parce qu'il y a eu un film aussi. Il y a eu un excellent film, et on comprend très bien à la fin que ça a servi à pas grand-chose. Il se rend pas jusqu'au bout parce qu'il se rend compte qu'il est en train de s'autodétruire. Exact. Il est en train de dire, je suis dans l'autodestruction. Voilà. C'est ça. Fait qu'il s'arrête à temps, mais il y a quelques années de thérapie qui l'attendent quand même. Là. Ouais. Mais oui, je voulais montrer. Puis c'est drôle parce en plus de la police. En plus de la police. Il va aller en prison, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis quand on a fait le film, Pods, il voulait absolument que ça finisse, le réalisateur, Pods, il voulait vraiment que ça finisse comme le livre. Ton livre, c'était le message à la fin du livre, c'était exactement ça. Puis il faut finir exactement le film comme ça. Fait qu'il avait vraiment compris l'idée. Là. Mais écoute, t'es vraiment un maître dans l'art, parce que si je ne prends que cet exemple, puis on pourra en prendre d'autres sur le seuil, pareil, t'arrives à nous mettre... Souvent, on a envie d'être dans la peau de la personne. Oui. On veut être celui qui torture. Oui. On veut être celui qui tue par moment. Qui dérape, parce qu'il y a quelque chose à comment tu arrives à nous mettre de ce bord-là? Je sais pas. Peut-être parce que j'embarque pas dans la théorie qu'il y a des bons et des méchants dans la vie. Des fois, oui. Il y a des cas extrêmes, là. Mais les films où on montre que tu as un héros qui se bat contre un méchant... Moi, j'aime ça quand, dans mes romans, souvent, le méchant et le héros, c'est la même personne. C'est quelqu'un qui découvre ses proches zones d'ombre. Puis c'est plus intéressant à fouiller un personnage comme ça. Et je pense que les gens vont plus se reconnaître dans des personnages comme ça que dans quelqu'un, dans un Tintin qui est parfait, mettons, ou dans un méchant qui se réveille le matin en disant « Qui vais-je tuer aujourd'hui? » qui est caricatural. Alors que des personnages qui sont dans des zones d'ombre, je pense que les gens vont plus dire « je pourrais peut-être faire ça, je pourrais peut-être aller jusque-là. Qu'est-ce que je ferais à sa place? » Ça, je l'entends souvent des lecteurs qui me disent, tout le long, je me demandais « Qu'est-ce que je ferais à sa place? J'irais-tu jusque-là, moi aussi? » Et je pense que cette interrogation-là, les gens aiment ça, être confrontés à ça. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'on a tous un peu un côté Dexter ou...
Ben, on a tous une part d'ombre, ça, c'est sûr. Je me rappelle plus quelle série qui avait dit une phrase que j'avais beaucoup aimée. Il dit, on est tous à une mauvaise journée de devenir un tueur. J'aimais cette phrase-là, il peut arriver quelque chose. Je pense qu'on a tous un potentiel. Heureusement, en général, ça n'arrivera pas. Puis heureusement, l'événement qui peut déclencher ça en nous, chaque personne de cet événement-là est de plus en plus difficile à atteindre selon les personnes. Je pense que ça serait plus difficile pour ma blonde de devenir une tueuse que moi, mettons, parce que ma blonde est vraiment pas là-dedans, mais nos enfants, j'ai déjà dit à ma blonde, si on faisait mal à nos enfants, Sophie, je pense qu'il y a une Sophie que je découvrirais qu'on n'a jamais vue, là. Ouais. Puis elle est là, peut-être, tu sais. Ouais. Moi, ça serait plus facile qu'un méchant sorte parce que j'ai un tempérament... mais notre rationnel, notre côté rationnel ferait, oui, mais fais pas ça, parce que... Notre humanité aussi, on est des êtres civilisés, on est des êtres qui avons été élevés dans, on a tous un certain code moral. Bon, il y en a qui en ont moins que d'autres, là. On le voit dans les nouvelles. Mais en général, on est capable de retenir ces instincts-là. Mais je pense qu'on est tous potentiellement capables, à un moment donné, de vivre un événement qui va nous faire snapper puis qui va tout à coup nous faire sortir quelque chose qu'on n'aurait pas voulu jamais voir de nous-mêmes. Je pense que c'est possible, ouais. Une chose est sûre, c'est que toutes ces émotions-là, il n'y a comme pas de limite, il n'y a pas de fin. Là. C'est comme l'inspiration. Après, tu trouves la situation. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, je pense que j'ai fait le tour de l'épouvante ou de la... En fait, c'est pas comme ça que je pense. Je me dis jamais je vais faire un roman d'horreur ou un roman d'épouvante ou un roman fantastique. Je me laisse penser à une idée, tout simplement. Je m'ouvre l'esprit à n'importe quelle idée. Et ça donne, depuis 30 ans, que les idées que j'ai, c'est toujours un peu morbide, c'est toujours un peu noir. Fait que manifestement, je ne vais pas lutter contre ça. Des fois, il y a des changements, comme le dernier, Civilisé, pas le prochain qui va sortir dans un mois, mais l'autre avant, Civilisé, il y a quand même beaucoup d'humour. C'est une satire. Ma série Malphare, c'était très drôle. C'était de l'horreur, mais c'était drôle. Fait que des fois, je vais explorer d'autres choses dans la narration, tout ça, mais c'est vrai que ça va toujours revenir à explorer le pire de nous-mêmes. Ça, est-ce que je vais faire le tour de ça maintenant? Peut-être. Mais c'est ça qui est sans fin, c'est fascinant. Oui, mais comme je te dis, je ne vais pas m'obliger à ça. Si demain matin, j'ai une idée pour mon prochain roman d'une histoire d'amour, si j'ai vraiment une idée qui m'habite de ça, je vais le faire. Je ne m'empêcherai pas de le faire en me disant « Mais non, t'es Patrick Sénécal, tu peux pas écrire ça. Ça m'étonnerait, cela dit. Je ne suis pas parti pour avoir une idée comme ça dans ma vie, mais je me ferme à aucun genre d'idée. Ouais. Pour ton dernier, ton plus récent, en fait, qui sort qui sort dans pas longtemps, dans quelques jours, ça se passe à Berlin. Oui. C'est sans dévoiler trop mais la trame. En c'est gros. ça. Parce que moi, ça fait 3 ans que je vais écrire à Berlin 3 semaines par année, puis parce que j'aime la ville, je la trouve inspirante, tout ça. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, fais donc un roman qui se passe à Berlin, tant qu'à aller écrire là. Fait que je me suis mis un peu dans une situation, le roman est un peu dans la situation que j'étais, c'est-à-dire que c'est 2 écrivains québécois qui vont écrire à Berlin pendant une couple de semaines. Et il y en a un des deux, lui, il veut absolument... Il dit, là, je suis à Berlin, fait qu'il faudrait bien que je découvre quelque chose de pété. Le nightlife, mais plus que ça, il paraît qu'à Berlin, tout est possible. T'sais, il est un peu naïf. Il est pas naïf, mais il idéalise un peu trop Berlin. Fait qu'il va dans des clubs, des ci, des ça, puis... il y a du fun, mais il se rend compte qu'après tout, ça demeure des clubs, ça demeure des bars, ça demeure, tu sais. Fait qu'il est un peu déçu, mais à un moment donné, il va trouver un club qu'il n'aurait jamais dû trouver, qui s'appelle le M Club, qui est le titre du roman. Puis là, ils vont aller là, lui et son chum, qui ne voulait pas y aller, son chum, mais il va le convaincre de le suivre. Et évidemment, comme dans tous mes romans, c'était une très mauvaise idée. Le M pour macabre, je vais pas meurtre, le dire. Il y a 2, mort, 3... murder. Il y a toutes sortes de possibilités, puis il y en a 2, 3 dans le roman qu'on a fait du roman, on fait « Ah, oui, ça peut être ça, dont un mot en allemand, que je ne dirais pas lequel. Mais oui, c'est ça. Donc, il se retrouve dans ce club-là, qui n'existe pas, évidemment, alors que tous les autres trucs que je parle dans le roman, à peu près tous les bars, les restaurants, les rues... Tout ça, c'est vrai, ça existe. Mais je voulais pas que ce soit un roman qui se passe à Berlin juste pour montrer, regardez, je suis allé écrire à Berlin. C'est cool, hein? Je voulais que l'histoire ne puisse se passer qu'à Berlin. Je cherchais une idée, qu'est-ce qui peut se passer à Berlin? Quel thème de ton roman fait que, oui, ça marche à Berlin? Je voulais pas juste que ce soit de la carte postale, là. Puis j'ai trouvé un des thèmes du roman, c'est la culpabilité. C'est tellement... Et Berlin, c'est la ville, la culpabilité comme ça, partout. D'ailleurs, là. en montrant les plaques qui font référence aux gens exactement. Qui ont été assassinés. Qui montrent les Juifs qui ont été assassinés en camp de concentration. Exactement. Voilà. Ah non, c'est une ville chargée... chargée d'histoire. Chargée d'histoire. Exactement. Et où les citoyens, les Allemands, sont très habités encore. Encore aujourd'hui, moi, ça fait longtemps que j'y suis allée. Ah ben oui. Et comme petite fille de résistant mort dans un camp de concentration, Elrich Dora, j'ai longtemps résisté à aller en Allemagne. J'avais
comme une... Absolument, je peux comprendre. Ouais. Et quand je suis allée à Berlin, j'y suis allée vraiment comme avec un genre, je vous haïs, toute la gang. Et puis, je me suis mis à parler à des jeunes de mon âge, puis à essayer de voir comment ils vivaient ça. Ouais. Et c'est ça qui est ressorti, la culpabilité de ce peuple-là. Est-ce que c'est encore comme ça? Écoute, j'en parle dans mon roman. C'est une scène que j'ai vécue. La première fois que je suis allé, il y a 7-8 ans avec ma blonde, on avait une visite guidée, puis il y avait une jeune Allemande de 22 ans à peu près, qui venait d'une autre ville, qui visitait Berlin avec nous. On parle en anglais, évidemment. Puis je me rappelle plus comment la discussion est venue, mais j'ai demandé, est-ce que les jeunes de ton âge se sentent encore coupables? Ouais. Puis ce qu'elle me répond, c'est quasiment textuellement ce que j'ai écrit dans mon roman. Elle dit, écoute, moi, j'ai tendance à me dire, ben non, ça va faire la culpabilité. Mes grands-parents, quand ils me parlent de ça, j'ai arrêté, là, grand-papa, grand-maman, là, ça va faire, j'ai 22 ans, là, je veux dire, faut en revenir. Elle dit, pourtant, je voyage beaucoup, et chaque fois que je vais dans une auberge de jeunesse quelque part, puis qu'on se finit tout par se présenter, je m'appelle John, puis je suis américain, je m'appelle Julie, puis je suis française. Quand mon tour arrive, puis je m'appelle Greta, et je suis allemande. Elle dit, je suis toujours un petit peu gêné de dire que je suis allemande. Elle dit, c'est fou, hein? Comme une honte atavique qui est pas... Puis elle dit, je m'en veux, là. Je me dis, voyons, reviens-en, come on. Elle dit, non, elle dit, c'est plus fort que moi. Je traîne ça, même si je pense que je m'en suis débarrassé. C'est capoté, là. Ouais. Fait qu'effectivement, ça existe encore. Ça. Et qu'est-ce que tu aimes de cette ville, Berlin? Que tu ne trouves pas ailleurs, par exemple? J'aime le fait que vivre et laisser vivre. Je veux dire... C'est une ville qui n'est pas très belle, mais son côté trash est le fun. Un peu comme Montréal, d'ailleurs. Montréal, c'est pas une très belle ville non plus, on va se le dire. Moi, j'adore Montréal, mais c'est pas une très belle ville. Il y a des beaux quartiers, mais comme Berlin, il y a des beaux quartiers. Mais il y a une vibe qui est le fun. Et justement, le fait que dans un même bar, dans un même parc, dans un même restaurant, dans un même club, il va y avoir du monde de mon âge, il va y avoir des jeunes, il va y avoir des straight, il va y avoir des punks, il va y avoir des membres de la communauté LGBTQ qui s'affichent, puis les autres à côté s'en foutent. Tout ça peut cohabiter ensemble, puis ça, c'est le fun de cette ville-là. C'est très, très, très plaisant. Isabelle, tantôt, on posait la question à nos auditeurs, nos auditrices, là, quel film d'horreur ils préfèrent à l'Halloween. On a reçu comme réponse le House of the Thousand Corpses. On a reçu Orange Mécanique aussi. Je vois, Patrick, que tu portes un chandail Tales of the Cemetery, les histoires du cimetière. Est-ce que le film d'horreur est aussi une inspiration? Quelle place ça prenait dans ta vie, même avant d'être un auteur? Là? Ben, ça t'a toujours pris, mais le problème, c'est qu'en vieillissant, je suis de plus en plus difficile. Puis des bons films d'horreur, j'en vois pas souvent. Ouais. J'en écoute encore, je vais en écouter beaucoup, mais je suis souvent déçu. Je suis un vieux grincheux, là. Faut pas écouter de films d'horreur avec moi parce que vous allez m'entendre soupirer souvent puis qu'est-ce qui fait que c'est un bon film d'horreur? Ben, c'est quand justement on sort des codes convenus du cinéma d'horreur parce que c'est très facile d'être dans les codes dans l'horreur. C'est très facile de faire la même histoire, la raconter le même nombre de fois, faire des jumpscares à tel moment, mettre du gore en masse, alors que le gore, c'est ce qui est le plus facile à mettre dans un film. C'est de m'amener ailleurs. C'est de me faire je pensais pas que tu m'amènerais là. Et à mon avis, dans un bon film d'horreur, il faut que les personnages soient aussi importants que l'histoire d'horreur elle-même. Si tu veux t'inquiéter des personnages, si tu veux dire, mon Dieu, c'est épouvantable ce qui leur arrive, il faut que tu les connaisses, il faut que tu sois attaché à ces personnages-là, il faut que tu crois qu'ils existent. Et ça, dans le cinéma d'horreur conventionnel, les personnages sont souvent des poupées en carton-pâte qui servent juste à se faire tuer, mais qui n'ont pas de profondeur psychologique. Ça, c'est plus tough à amener. Donc, on s'attache aux humains, dans le fond, là, c'est vraiment ça. On s'y intéresse, en tout cas. Ouais. On s'y intéresse. Jusqu'à temps qu'ils soient, qu'on leur arrache la tête avec une tronçonneuse. Ou pas, puis là, on s'inquiète que ça leur arrive ou pas. C'est ça qui est le fun, tu sais. Ouais. Mais ce qui te fait soupirer, alors, par exemple? Ben, c'est ça. C'est tous les codes qu'on utilise tout le temps. Les scènes gore pour rien, là, qui sont juste là pour en mettre plein la vue. Le fait que toute l'histoire va mal, dans le bon sens du terme, mais à la fin, il y a une pirouette pour qu'on va sauver les héros, mais tout le film, ça n'avait pas rapport, mais à la fin, il faut que ça finisse bien. Il y en a de moins en moins de films de même, par exemple. Ça, c'est pas pire. On a de moins en moins peur d'aller jusqu'au bout de... Faut être cohérent. Si tu racontes une histoire d'horreur puis que tu veux montrer que c'est une descente aux enfers, il faut que ça aille jusqu'au bout. Faut s'y rendre aux enfers. L'horreur est pas là pour rassurer. L'horreur est là pour te rendre mal à l'aise. Fait que sortir d'un film d'horreur en souriant, dire ouf, tout est bien qui finit bien, c'est un peu étrange. Là, maintenant, il y a comme beaucoup... Les récents films, là, on est très fervente de films d'horreur à la maison avec les filles. Là. Puis là, il y a beaucoup de films, c'est avec la religieuse. Tu sais, il y a comme toute une... La nonne, là, oui, la nonne, il y a comme une trilogie. Ouais. Et là, c'est comme... c'est vraiment effrayant. J'ai pas vu. Il y a aussi... moi, je l'ai pas vu. Mes filles l'ont vu. Moi, je l'ai pas vu parce que de ce qu'elle me raconte, je me dis, je suis pas sûre, finalement. Parce que... C'est lequel? La nonne, entre autres. C'est vraiment heavy metal. Tu l'as pas vu? Non. OK. Vraiment, il paraît... Je l'ai pas vu, moi non plus. Il te trotte dans la tête pendant une couple de jours. Là. Le dernier bon que j'ai vu, moi, c'est Bring Her Back.
Ah ouais? Ça, c'est vraiment... Là, tout le monde a trippé sur Weapons dernièrement, là, Ouais. mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi, ce film-là. Là. Le premier 3/4 d'heure, ça commence très bien, puis à la fin, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est un autre problème de l'horreur, c'est que sous prétexte que c'est de l'horreur, on dirait qu'il y en a qui se permettent de dire, bah, l'histoire, on peut tourner les coins ronds, là, ça peut être n'importe quoi si c'est de l'horreur. Bon, mais c'est pas... Plus qu'on va y croire, plus ça va être réaliste, plus que l'horreur va nous troubler, justement. Fait que, non, moi, Weapon, j'ai pas embarqué là-dedans du tout. Mais Bring Her Back. Puis The Long Walk, qui joue encore au cinéma, je pense, là, tiré de Stephen King, la longue marche. Là. Puis il y a toute la série, Très, très le bon. Conjuring aussi. Ouais, mais c'est ça, là, ça devient une franchise. à un moment donné. Annabelle. Moi, quand ça devient des ouais, franchises, c'est ça. j'ai de la misère. Parce que là, c'est plus l'histoire qui est intéressante, c'est on va en faire le plus possible, faire de plus en plus d'argent. Parce que c'est pas vrai qu'une histoire comme Annabelle mérite 4 films, là. Ouais, arrêtez c'est ça, ça. là. Ouais. C'est une poupée, là. On va se calmer, là. Ouais. Je trouve ça intéressant, Isabelle, que tu dis craindre la nonne, la religion, Ouais. parce qu'on sait que dans la vraie vie, t'es pas la plus grande fan des religions, notamment à cause du sexisme là, qui est parfois rattaché à ces Complètement. traditions-là. Mais elle fait vraiment peur. Aussi. Non, mais regardez ça. C'est quoi, à vous? Bah oui. C'est ça. Moi, j'ai un costume d'Halloween de nonne, d'ailleurs. Ça marche aussi. Donc, Patrick, ça ressemble à ça? Ben là, tu Mais vas faire écoute, le peur aux maquillage enfants, est fabuleux. Tu vas faire peur aux enfants, Écoute, pas à peu près. elle a les yeux verts. Oui, oui. Non, c'est sûr que Puis si tu réponds aux enfants bien de même, non, ils c'est reviendront quelque plus. chose, Ils c'est reviendront quelque plus. chose. Écoute, sincèrement, c'est fascinant, cette carrière que tu as, qui... Je suis bien privilégié. Ouais. Je suis vraiment chanceux parce que je sais que je prends jamais pour acquis... Comment je dirais bien ça? Oui, là, ma carrière va super bien, je peux pas demander mieux, c'est sûr, mais je veux pas m'asseoir là-dessus parce que il s'agit que tout dépend des lecteurs. Le jour que les lecteurs aimeront plus les livres que je fais, ben, j'en vendrai plus. C'est pas moi qui décide, c'est les lecteurs. Puis tu décides pas de faire un succès. S'il y avait une recette pour faire un succès, tout le monde la suivrait, cette recette-là. Puis, fait que moi, j'ai toujours écrit. Il y a du monde qui ne connaissent pas beaucoup qui me disent, ouais, t'écris de l'horreur, toi, parce que tu sais que ça pogne. Et en 94, l'horreur au Québec, ça pognait pas. Là. Je m'excuse, mon premier roman, là, c'est 51-50. Exact, Rue des Ormes. J'étais le premier auteur québécois qui écrivait une affaire. Un des premiers, mettons, à écrire une affaire d'horreur de même. Puis il y a des éditeurs qui me disaient, ça marchera pas, ça, Patrick. Là. Stephen King, oui, aux États-Unis, mais au Québec, il n'y a pas de public pour de la littérature comme ça québécois. Je me suis fait dire ça, là. Puis j'ai fait, mais moi, j'aime ça. Je vais écrire ce que j'aime, Colin. Fait que venez pas me dire que je fais ça parce que ça pogne. J'ai toujours fait ça. Mais où est-ce que je suis chanceux? C'est que ça marche. J'ai envie. Je peux pas me plaindre, là. Mais. Puis tu es souvent invité, d'ailleurs, à l'étranger. Oui, je fais des salons du livre à l'étranger des fois. Tout ça, oui. Fait que, mais je vais jamais me servir de ça pour dire je mérite parce que je l'ai pas volé. Mais l'histoire du mérite, il faut faire attention parce que je connais plein d'écrivains là, qui ont autant et même plus de talent que moi puis qui vivent pas de leur plume, là. C'est très injuste, la littérature. Fait que le fait que j'en vende beaucoup, faut pas que je m'assoie là-dessus en disant ça prouve que je suis meilleur que les autres. Non, ça prouve que le monde m'aime beaucoup, mais en aucun cas, vendre plus de livres que d'autres auteurs, ça montre que tu as plus de talent que les autres. Ça, c'est sûr. Le jour que tu te mets à croire ça, c'est dangereux. Mais es-tu d'accord que le jour où tu commences à t'enfler la tête, peu importe ce que tu fasses? Oui. Oui, mais il y en a qui ont la tête enflée et qui pognent pareil, je les nommerai pas. Mais il y en a une couple. Ça, c'est sûr. C'est de Mais valeur que tu ne nommes pas. Mais pas beaucoup, effectivement. Mais pas beaucoup. Pas tant que ça. Dans le milieu littéraire, honnêtement, oui, il y en a une couple là, de têtes enflées. Oui, mais on se tient pas avec eux autres. Moi, les salons du livre, le soir, quand je sors avec des amis auteurs, prendre un verre, tout ça, c'est pas eux autres, là. C'est pas avec eux autres qu'on se tient, là. C'est avec ceux qui sont cool, qui ont du fun. Puis, il faut le dire aussi, là, on n'a pas parlé de tes livres. Tu fais des livres pour enfants aussi. Tu es très J'en ai fait populaire. J'en ai fait deux. Auprès Puis là, des j'en vais en faire un jeunes autre. aussi. Ouais. Là, tu en as un autre qui s'en vient? Je vais l'écrire, là. C'est le prochain que j'écris, là. Je suis en train de réfléchir à l'idée, là. OK. Je fais une suite de celui que j'avais écrit il y a 15 ans, là. Et Ouais. là, donc, le prochain, le M Club. Ouais, ça, c'est en novembre. Ça, c'est le 19 novembre. Tu reviens nous en jaser si ça te tente. Ça me On fait continuera plaisir. la conversation. Merci Parfait. beaucoup, Merci Patrick beaucoup, Isabelle. Sénécal. Merci. Tout de suite après la pause, on va boire du vino. Hey, c'est vendredi Hey. en plus d'être Halloween. Tu peux rester, Patrick, si tu veux.